quand on a été demi-finaliste de la Coupe du Monde, on a l'obligation de gagner la CAN. Il y a une pression qui est colossale évidemment sur la sélection marocaine. Il faut arrêter de dire que le Maroc est une nation de Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc avec Hakimi ou sans Hakimi, c'est pas la même chose. Peut-être que Walid Regragui serait menacé avec une Coupe du Monde qui arrive dans 6 mois. Le Maroc, grand favori ou surcoté? Oui, la question est osée, mais forcément, on est obligé de se la poser parce que c'est le pays hôte, parce que la pression, elle est immense, on le sait très bien, parce qu'il y a un joueur, un énorme joueur, on ne sait pas s'il sera là ou pas. Déjà, les gars, je voulais savoir, est-ce que pour vous, la question, elle se pose naturellement ou pas, au vu du contexte? Alors, moi, je dis oui. Premièrement, c'est un avis personnel, ça c'est une certitude. Je vais y ajouter les mots de Walid Regragui, que je cite, quand on a été demi-finaliste de la Coupe du Monde, on a l'obligation de gagner la CAN, quel que soit le pays hôte, et encore plus parce que c'est le Maroc, donc incontestablement oui. Par rapport au contexte, Hamza, le Maroc, ils sont quand même sur 18 victoires de suite, 54 buts marqués. Et pourtant, au pays, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Ça va pas du tout. Je pense qu'il y a des pays qui sont dans des situations plus compliquées quand même que le Maroc. Mais il y a une pression qui est colossale, évidemment, sur la sélection marocaine, de par le statut aussi de demi-finaliste de Coupe du Monde, de par les propos, tu le disais très justement, Brahim, de Walid Regragui, qui disait clairement, pour être roi du monde, il faut être roi du continent. Ce sont ses mots. Ah bah c'est donc, impératif. Ouais. c'est le moment d'être roi du continent. Après ce qui s'est passé en 2023 en Côte d'Ivoire avec l'élimination en huitième de finale face à l'Afrique du Sud, la pression, effectivement, elle est immense, mais elle est à la hauteur des investissements colossaux qui sont mis en place depuis plus d'une décennie au niveau de la sphère politique et sportive, au niveau des moyens financiers mis en place. On va voir la qualité des infrastructures. On est de l'ordre de l'exceptionnel pour la Coupe d'Afrique des Nations et aussi pour le Maroc. La qualité des joueurs aussi. C'est un groupe qui ne cesse de se renouveler. L'effectif, il est à chaque Exactement. On a une trentaine de joueurs aujourd'hui du côté de la sélection marocaine qui sont des joueurs de niveau mondial, de niveau international. Donc effectivement, la pression, elle est d'autant plus grande que le Maroc, aujourd'hui, il y a un décalage entre l'ambition d'aller très très haut sur la sphère continentale et mondiale et le passé. Le passé, c'est le palmarès en Coupe d'Afrique, c'est une seule Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc aujourd'hui, je suis désolé de le dire, c'est l'équivalent du Soudan, de l'Éthiopie, du Congo-Brazza, qui ont aussi une seule Coupe d'Afrique des Nations. Donc il faut gagner cette CAN. Et là, on a envie de casser un cliché. Il faut arrêter de dire que le Maroc est une nation de Coupe d'Afrique des Nations. Tu l'as très bien dit au niveau du palmarès. Moi, j'ai juste envie de dire, le Maroc, dernière demi-finale, 2004, avec cette finale. Oh, ça remonte d'ailleurs, oui. Ça fait mal. Il dit ça parce qu'il a pris 4-0 face au Maroc. Maroc-Mali, on s'en souvient tous. Mais je crois que notre gardien il avait une rage dedans, c'est pour ça. Non mais c'est vrai, en plus l'anecdote est vraie. Il avait une rage dedans. 4 tirs, 4 buts. Non mais c'est fou ça. Comment ça s'est passé cette histoire? Contenu du match, alors j'ai récemment revu le match en preview un petit peu de cette CAN parce que j'aime bien me replonger dans mes archives, voir si c'était vraiment moi qui jouais, c'était bien moi effectivement. 4 tirs, 4 buts, un coup franc. Après, quand ton gardien il se met derrière le mur alors qu'il y a un coup franc, déjà, ça part mal. Mais je pense que cette année-là, on avait vraiment une équipe pour la gagner. C'est pour ça que le passé est une chose. On en parlera tout à l'heure de mon pauvre Mali, qui est, je crois, 6 fois de demi-finaliste. Mais voilà, aujourd'hui... Alors, moi, j'aime bien, comme a dit Hamza, vivre avec le passé. C'est pas parce que le passé n'a pas été bon que le présent ne peut pas l'être. Tout comme on peut avoir été très bon dans le passé et ne plus être bon dans le présent. Donc, c'est un petit peu un reset à chaque fois. Ouais, mais là, Brahim, le Maroc... Je connais bien le problème. Le Maroc a cassé son plafond de verre en 2017 parce qu'il y a eu 13 ans, soit c'était le premier tour, soit c'était même pas qualifié pour la Coupe d'Afrique. Il pète le plafond de verre en 2017, tu commentes le match contre la Côte d'Ivoire, si je me souviens bien. Et puis derrière, il y a quand même... Ali, tout à fait. Et puis il y a quand même 2019, élimination contre le Bénin, 2023... élimination contre l'Afrique du Sud, avec un Ronwen Williams incroyable, mais une équipe qui perd ses moyens. Oui, qui perd ses moyens. Alors, depuis 2017, il y avait un problème majeur au Maroc, c'est qu'il n'y avait pas de véritable buteur, quelqu'un qui faisait vraiment la différence. Il y avait un bloc équipe intéressant et on sait que dans une équipe, il faut un axe majeur, il faut souvent un bon gardien, un bon milieu de terrain, il faut quelqu'un qui mette des buts. On le verra tout à l'heure, on se reparlera aussi du Nigeria par exemple. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une homogénéité dans cette équipe du Maroc qui fait que ça peut éventuellement combler le manque d'un véritable buteur. Mais le talent, ça fait pas tout. Et la CAN, c'est une compétition à part. Hamza, justement, c'est une compétition à part. Et le Maroc, c'est un contexte à part. On se souvient qu'en 2022, avec Vahid Halilhodžić, Vahid, il fait la CAN 2022. Il la dispute avec le Maroc. Mauvais résultat, élimination contre l'Égypte
Et pourtant, le premier tour avait été de qualité. Je trouve Exactement. que le Maroc avait été l'équipe qui proposait le plus beau football sur le premier tour. Tout à fait. Et puis arrive le quart de finale où tu joues l'Égypte. Et l'Égypte, c'est l'équipe qu'il ne faut Non, c'est jamais les méchants. prendre. Non, mais c'est les méchants. Donc, c'est vrai que l'élimination face à l'Égypte avait fait tâche. Mais à ce moment-là, on sent quand même que le Maroc est sur une pente ascendante. Ouais. Et du coup, derrière, Vaïd Odzik est viré, remercié. Et Walid Regragui le remplace, on va à la Coupe du Monde comme ça, etc. Est-ce qu'il ne peut pas arriver la même chose à Regragui au Être vu du limogé contexte. Bah, s'il y a C'est mauvais une, résultat. c'est une question qui est intéressante parce que, au vu de la pression des déclarations, on en parlait tout à l'heure de Walid Regragui à l'issue de la Coupe du Monde 2022, c'est Walid Regragui lui-même qui ajoute de la pression, déjà qui s'ajoute de la pression à lui, sélectionneur, mais aussi à l'ensemble du groupe marocain. Et lorsqu'il y a cette élimination, à l'époque, on disait Walid Regragui a présenté sa démission après le 8e de finale de Coupe d'Afrique et l'élimination face à l'Afrique du Sud, et que cette démission avait été refusée par le président de la fédération. Aujourd'hui, évidemment, la pression, elle est colossale, et j'ai même envie d'aller plus loin. Est-ce que tout autre résultat qu'une victoire du Maroc est un échec pour la sélection marocaine? Et si tu réponds à cette question, peut-être que Walid Regragui serait menacé avec une Coupe du Monde qui arrive dans 6 mois. Donc il y a aussi le timing Coupe d'Afrique, Coupe du Monde qui me fait dire que la décision, elle est peut-être pas si évidente que cela. Et par rapport aux joueurs, ça ne met pas une pression en plus, ça? Oui, mais je crois que le Maroc est composé de certains joueurs qui ont l'habitude de vivre avec la pression des grands matchs, même si on le verra, peut-être que le fer de lance de cette équipe manquera le début de la compétition, en espérant que le Maroc aille le plus loin possible pour qu'il puisse la réintégrer. Évidemment, on parle d'Achraf Hakimi. Je crois que aussi que la Coupe du Monde peut protéger Walid Regragui d'une démission ou d'être renvoyé en cas de mauvais résultats. Moi, je pense qu'en étant très, très objectif, si le Maroc va au moins en demi-finale, quelle que soit l'issue de la demi-finale, étant donné que 3 mois après ou 4 mois après, il y a la Coupe du Monde, le Maroc, et qu'il est proche de ses joueurs et qu'il a un groupe qui le soutient. Alors moi, j'aime beaucoup le foot marocain, je le suis même la Botola tous les week-ends. Il y a une exigence et une pression. Mais Walid Regragui, il a un avantage que peut-être d'autres sélectionneurs n'ont pas, c'est qu'il a entraîné au Maroc. Et il maîtrise les codes de la communication, contrairement à peut-être certains moments qui ont échappé à l'ami d'Hamza. Vladimir Petkovic. Non. Vaïd Belmadi, Jamel Belmadi. Jamel Belmadi, qui a été en confrontation directe avec la presse, ou son précédent, quelques années auparavant, Rabat Madjer. Walid, voilà, sait comment y faire avec la presse. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Walid Regragui, c'est entre guillemets Belmadi. Hein. Oui, mais il est plus subtil et il manie un petit peu l'ironie un peu plus facilement du fait de connaître très très bien le terrain du Maroc, je pense. Très bien le terrain du Maroc parce qu'il a gagné 2 fois le championnat avec l'AS FAR, surtout avec le Wydad. Il a gagné la Ligue des Champions. Exactement. Donc c'est un il a homme entraîné au FUS aussi. Exactement, avec le FUS, pardon. Et c'est un homme qui connaît justement très bien le contexte africain, le contexte marocain, et ça, clairement, ça va aider. Ouais. Alors, le contexte africain, le contexte particulier pour un joueur qui est très attendu. Nous, on n'est pas kiné du sport. Hein. On n'est pas là pour dire s'il sera en forme ou pas. Mais Achraf Hakimi, il est dans une donne, dans une course contre la montre. Au moment où on enregistre, a priori, ça devrait le faire, en tout cas pour la compétition, peut-être pas pour le match d'ouverture. Mais moi, je parle de contexte de façon générale. Ça me rappelle un peu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec Zidane à la Coupe du Monde 2002. Ouais. Vous voyez cette attente. Alors, Ramza, tu as le droit de me dire si tu n'es pas d'accord ou pas, mais j'ai le sentiment qu'effectivement, il y a une telle attente, que le joueur est tellement iconique que du coup, ça peut plomber. Je sais pas, moi je pense, alors je regarde les images quasiment quotidiennement de l'évolution d'Achraf Hakimi qui, je crois, fait 3 séances de kiné par jour. Il est déjà en train de faire des sauts, faire de la muscu. Il n'est même pas impossible miraculeusement qu'il soit presque pas loin d'être prêt pour le début de la compétition. On a vu l'autre jour aussi Walid Regragui lors du match de Ligue des Champions assis avec lui en tribune avec ce match du PSG. Ça veut dire aussi qu'il est très proche de lui et que je pense qu'il lui crée une dynamique aussi. En fait, il le met mentalement dans les bonnes conditions. Peut-être qu'il lui permettent aussi de combler et d'aller chercher des efforts pour revenir le plus tôt possible. Parce qu'évidemment, le Maroc avec Hakimi ou sans Hakimi, c'est pas la même chose. Ah non, c'est pas du tout la même chose. Après, attention, on va peut-être casser un peu un cliché aussi, c'est que Hakimi, grosse canne en 2021, il marque des coups francs incroyables, je crois que c'était face au Gabon et face au Malawi, mais il y a ce match contre l'Afrique du Sud aussi, il y a ce pénalty raté aussi, il y a cette faille aussi, et quelque part, il y a quelque chose à prouver aussi, Hamza. À prouver, je pense que tous les Marocains sont dans une optique aussi de prouver, parce que c'est une canne particulière à domicile. Maintenant, pour revenir sur le match face à l'Afrique du Sud,
Il y a, oui, ce penalty raté, mais je trouve que ce serait injuste de cibler Hakimi sur ce match-là et cette élimination, parce que c'est toute l'équipe qui est passée à côté de son... Enfin, je ne sais pas si elle est passée à côté de son match ou si elle est tombée sur plus forte qu'elle, en l'occurrence, parce que l'Afrique du Sud a aussi fait un excellent match. C'est vrai, mais avec un Hakimi, Ronald Williams incroyable. évidemment, etc. qui rate ce penalty en fin de match qui aurait été le penalty de l'égalisation et donc peut-être de la prolongation. Mais ça reste une valeur sûre aujourd'hui de la sélection marocaine. Et parmi les valeurs sûres, il y a d'autres joueurs. Alors, on a concocté ce qu'on appelle un five majeur, c'est-à-dire le five un peu idéal qui représente un peu l'équipe. On fera ça pays par pays. Et donc, pour le five majeur marocain, franchement, le choix il a été difficile, hein, je ne vais pas vous mentir. Bounou, Aguerd, Saibari, Brahim Diaz, Igaman. C'est le five le plus sexy ou pas? On n'est pas loin. On n'est pas Je pense loin, on est d'accord. qu'on n'est pas loin. J'ai une interrogation notamment sur l'attaquant de pointe. Est-ce que Hamza Igaman sera l'attaquant du Maroc? On sait qu'il y a 3 joueurs de qualité au poste de numéro 9 entre Youssef Ennesseri, El Arabi et El Kaabi et Igaman, du coup. Et ces 3 joueurs tournent beaucoup entre les matchs. Donc en fait, Walid Regragui, il a une chance aujourd'hui, c'est d'avoir 3 numéros 9 avec 3 profils différents, d'avoir la possibilité aussi d'associer Igaman avec un autre numéro 9, d'avoir la possibilité de mettre El Kaabi avec un autre numéro 9 ou de le laisser seul en pointe. Donc c'est une chance pour un staff technique d'avoir une telle richesse. Alors, je suis d'accord avec toi, Hamza, d'un point de vue effectif, etc. Après, le problème, c'est que Ennesseri ou El Kaabi ont connu des trous en sélection nationale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été sur une régularité absolument extraordinaire. C'est là peut-être aussi la chance d'Igaman. Je ne sais pas ce que tu en penses, Brahim. Oui, je pense aussi. De toute façon, alors moi, je suis pour suivre le Maroc depuis la CAN 2017, comme tu disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment une capacité de choix sur le plan de l'attaque. Il n'y a jamais vraiment quelqu'un qui s'est imposé. Il y a eu tellement de joueurs qui sont passés à ce poste-là. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de titulaire en puissance. Igaman fait de très bonnes choses avec le LOSC. Je pense qu'aussi, il y aura le fait de l'adversaire, parce que par moment, on choisit aussi une composition d'équipe, une idée tactique en fonction de l'adversaire. Peut-être que Igaman peut commencer un match et après, on peut faire rentrer d'autres joueurs en fonction de l'adversaire, du momentum du match, qui nous permet de changer un petit peu aussi la façon de jouer. Voilà, la forme du moment, on va dire qu'ils vont arriver plus ou moins tous au même moment avec une forme quand même assez bonne pour jouer. Mais voilà, la concurrence est là. Il y a un choix très intéressant, qualitatif, avec des qualités variées. On peut aussi bien les associer que les dissocier. Après, peut-être qu'il y a un joueur comme Ennesseri ou El Kaabi peut-être jouer vraiment en pointe tout seul, avec un physique aussi capable de caler un peu les ballons, de les dévier. Avec Igaman, avec de la variété des courses, à côté de Brahim Diaz, qui apporte évidemment sa qualité. Et puis, Ismaël Saibari. Alors ça, Hamza, il l'a surligné dans le five majeur, même s'il a des joueurs dans son viseur. Mais Ismaël Saibari, depuis le début de saison en Eredivisie, et même en équipe du Maroc un petit peu, c'est monstrueux. Ouais. L'abattage. Moi, il me fait penser... J'exagère, c'est un peu le Guevara marocain, non? Quelque part, un peu en termes... Il y a aussi de la technique un peu à la Ben Arfa. Bref, c'est un super joueur. J'exagère. J'aurais dit le Amoura marocain. Amoura marocain, ça, faut pas... Non, attention, c'est étiqueté. On n'a pas le droit de toucher. C'est un profil totalement différent, mais moi, ce que je valorise déjà avec Saibari, c'est sa polyvalence. C'est un joueur qui est capable de jouer 8, 10, côté gauche, côté droit. Et ça, c'est une force quand même pour Saibari et aussi pour le staff technique. D'autant plus que la sélection marocaine, elle a une chance, c'est d'avoir une densité de qualité au milieu de terrain. Ouais, on est de l'ordre de l'exceptionnel. On a l'impression quand même que tu as 2 joueurs sur les 3 qui sont titulaires indiscutables, en l'occurrence Amrabat et Ounahi. Il reste un 3e homme. Selon le profil des matchs, tu peux avoir du Ben Seguir, tu peux avoir du Saibari, tu peux avoir du El Khanous aussi, qu'on a tendance à oublier. J'avais oublié. Bien sûr, mais il y a une qualité de densité. Mais c'est vrai que Saibari, en club, c'est un but tous les 2 matchs. On parle d'un... Alors, il est plutôt utilisé numéro 10 derrière l'attaquant au PSV Eindhoven. Sous Peter Bosz, mais c'est vrai qu'en sélection, on peut le retrouver aussi sur les côtés, et si tu vas sur les côtés, tu as aussi une concurrence assez folle, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis plusieurs mois maintenant, Saibari, il joue tous les matchs avec Walid Regragui, et il est titulaire un match sur 2. Donc il a la possibilité de devenir un joueur majeur pour la sélection marocaine, et aussi, je pense, un joueur majeur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors évidemment, il y a plein de joueurs dans cet effectif qui ont soulevé notre attention. Il y en a un, on l'a appelé la Maravillosa. C'était ce qu'avait dit Luis Enrique. Souvenez-vous, après le Espagne-Maroc, ce numéro 8, ce numéro 8 qui nous fait vibrer et qui est revenu en Espagne. Ça va mieux pour lui. Les Marseillais connaissent bien aussi.
Azzedine Ounahi, Hamza dans ton viseur, on a l'impression on l'a retrouvé à un super niveau. Et surtout au meilleur moment, juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'il avait traversé des moments compliqués à Marseille. La saison dernière, il était en prêt au Panathinaikos, où il a pu enchaîner aussi les matchs. C'est quand même important pour un joueur de sa qualité. Mais là, de le revoir performant à Gérone, c'est une force aussi pour la sélection marocaine. On le retrouve aussi buteur. Il a marqué le premier but du stade rénové, en tout cas à Tanger. Et quel but, je vous invite à aller le voir. C'est évidemment lui aussi un joueur qui est indispensable aux yeux de Walid Regragui. Je ne sais pas si c'est le premier qu'il va cocher, mais il fait partie de ces 5-6 joueurs indiscutables, intouchables de la sélection. Et c'est une force, on le voit aussi avec Gérone, il a marqué face au Real Madrid. Donc il va arriver aussi en Coupe d'Afrique en pleine confiance. Quand tu vois sa prestation récente face au Real Madrid avec Gérone, tu te dis que ce joueur-là, il est encore à part, qu'il a encore le niveau. Il y a eu ce passage à Marseille qui est mitigé, le contexte marseillais, etc. T'en penses quoi, toi, Dounahi ? Moi, je pense que il n'y a pas de mauvais joueurs, il y a des contextes différents qui sont favorables ou défavorables. Je crois que Marseille reste Marseille, le passage d'Ounahi, même s'il a fait quand même des bons matchs, on se souvient de sa sacré but qu'il a marqué. Je pense qu'aujourd'hui, il est dans un environnement qui lui convient humainement, footballistiquement, dans un club, dans un football qui lui ressemble. Donc ça, c'est très important. Il s'est retrouvé lui-même et surtout, il a retrouvé grâce aux yeux de Walid Regragui. La particularité qu'il a en sélection à côté d'Emrabat, c'est qu'il est capable de jouer comme un double pivot, travailler défensivement, mais il a la qualité pour percuter et avoir la technique tout en gardant une sécurité avec Emrabat. Et aujourd'hui, ça, c'est des joueurs précieux. Ça veut dire que c'est les joueurs fijos, comme on dit en Espagne, fixes. Voilà. Et derrière, après, on l'a dit avec les joueurs qui a offensivement, tu as la capacité de moduler ton schéma. Mais je pense qu'aujourd'hui, il arrive au bon moment pour lui parce qu'il est vraiment dans un club et un football qui lui ressemble. C'est un joueur de ballon, c'est un joueur en mouvement. Il aime le toquer. Et c'est vrai qu'il y a une similitude méditerranéenne entre le Maroc et l'Espagne. C'est pas pour rien s'il y a des Marocco-Espagnols. Je confirme. Voilà. Et qui fait que ça s'inscrit un petit peu naturellement dans le football. Et je pense que Walid Regragui et les Marocains vont en profiter. Et l'arrivée d'El Ainaoui très récente aussi, ça va pousser la concurrence à son paroxysme. Un joueur comme Ounahi, il sait qu'il y a la pression derrière. Ah, de fou. Et surtout, il sait qu'il a attendu par rapport à son parcours, par rapport à tout ce qui s'est produit ces dernières années. Ça va être intéressant de le regarder. Sachant qu'un joueur, on le précise, comme par exemple Ben Seguir, n'est pas très en forme, donc on n'a même pas encore, on se parle, c'est vrai. La sécurité qu'il soit là, alors qu'à la base, intrinsèquement, c'est un joueur de grande qualité. De toute façon, on va le dire à tous les téléspectateurs, les viewers, on a un peu en sursis au niveau de tout ce qui va être, notamment sur le rayon Cameroun, dont on parlera un peu plus tard. Mais c'est vrai que là-dessus, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il en est au moment où on enregistre l'émission, bien évidemment. Les gars, le petit prono par groupe, c'est simple, hein. On a le calendrier des 3 premières affiches, on ne connaît pas le reste pour l'instant, on fera des braquettes avant les 8e de finale. Mais au niveau du calendrier, on a Comores, on a Mali, on a Zambie. C'est simple, ça fait combien de points, Brahim? Pour les 3 équipes, Comores 2, Mali 4 et Zambie. Non. Ah. Là, je te parle du Maroc. Ah. Le Maroc face au Je croyais que vous vouliez déjà jeter dans la, non, pas la projection. Dans la projection à la tier list, moi. Il veut parler du Mali déjà. C'est ça le truc. Ah, combien de points? 7 points minimum. 7 points, Ouais. comme ça. C'est face à qui le match nul? La Zambie. Non, le match très important, c'est celui face aux Comores qui, pour moi, va dicter toute la compétition du Maroc. Si tu réussis ton entame, et je sais quelque chose sur les entames de Coupe d'Afrique des Nations, si tu rates ton entame, tu as tout de suite la pression. Ouais. Le deuxième match, c'est face au Mali. Ouais. Moi, je pars du principe que le Maroc va réussir son entame face aux Comores et je vais partir sur un 9 sur 9. 9 sur 9, froidement. 9 sur 9. Moi, je connais bien le Maroc, je connais bien l'environnement. Il y aura un 7 sur 9. Ils ont déjà fait 9 sur 9 en Coupe d'Afrique. Hein. C'était le cas avec Hervé Renard, ça s'est fini par une élimination contre Bénin. Donc c'est pour ça que je suis méfiant en même temps. T'as raison de le dire, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est 2 tournois différents. C'est un tournoi poule. Et puis lorsque vous passez en 8e de finale, tout ce que vous avez fait sur les 10 jours Ça précédents, t'échappe. et j'ai même envie de dire sur les mois et les années précédentes, ça ne compte plus. La dernière CAN en a été la preuve avec la Tout Côte à fait. d'Ivoire. Exactement. Tout à fait. Alors le Maroc favori ou surcoté? Question un petit peu osée. Répondez dans les commentaires. En attendant, on aura plein de capsules comme ça avant la compétition sur les réseaux de Beansport.